Premièrement, bonjour et bienvenue encore une fois au dévoilement des derniers résultats les plus à jour du GEM. Le GEM, c'est le Global Entrepreneurship Monitoring. C'est une tradition qui se poursuit depuis quand même 2013. Donc, c'est comme une grande messe qui vient faire un peu la lumière sur certaines particularités et observations qui sont faites sur l'état de l'entrepreneuriat, ben, non seulement au Québec, au Canada, mais aussi à travers le monde. Je vais débuter par une courte présentation de nos deux principaux investigateurs qui ont travaillé sur ce projet. Premièrement, il s'agit de M. Étienne Saint-Jean. Donc, Étienne, si j'ai une courte bio, on fait ça rapidement parce qu'en général, les professeurs, vous avez des longs CV. Donc, Étienne Saint-Jean, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale, bizarrement. Professeur titulaire en management et aussi co-directeur de l'Institut de recherche sur les PME. Donc, bonjour et bienvenue, Étienne, et merci aussi. Salut Maxime, Et merci. aussi M. Marc Jamel, qui est professeur agrégé au département de finances et d'économie de l'École de gestion de l'UQTR, chercheur à l'Institut de recherche sur les PME ici à l'UQTR et aussi directeur scientifique de l'Observatoire du reprenariat et de transfert d'entreprises du Québec et aussi plein d'autres choses. Donc, bonjour et bienvenue à vous, mais surtout, bonne présentation pour tantôt. Mais bon, avant la présentation du GEM, étant l'animateur de cette organisation, ben, j'ai tous les droits pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien. On va y aller avec une certaine procédure pour que tout se passe bien. Donc, on va débuter par la présentation de Étienne et Marc sur les derniers résultats du GEM, qui prendra environ 35 minutes si tout va bien. Par la suite, il y aura un panel virtuel qui débutera avec nos trois invités, que je tais présentement les noms, mais que vous doutez, j'imagine, avec une solide expérience et puis aussi beaucoup de contacts dans le milieu entrepreneurial. Donc, ils vont essayer de faire des liens un peu entre qu'est-ce qui va être présenté tantôt et puis la réalité avec leur organisation à eux. Et puis finalement, comme à l'habitude, il va y avoir une période de questions à la fin qui est toujours très intéressante de la part du public. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à allumer vos caméras si vous avez des questions à poser. Donc, si tout cela vous semble juste et bon, on se retrouve à la passerelle pour rejoindre Marc et Étienne qui vont commencer la présentation du GEM. Messieurs, c'est à vous. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci Maxime pour l'introduction. Ça me fait grand plaisir de pouvoir débuter la présentation des résultats du rapport du Global Entrepreneurship Monitor. Maxime le soulignait, c'est quand même la 12e année qu'on produit le résultat de la situation de l'entrepreneuriat au Québec. Fait qu'on est quand même très content de pouvoir vous le présenter une fois de plus cette année. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Euh, je vois dans la liste des gens qui sont connectés, je vois plusieurs personnes, plusieurs noms que je connais qui sont des habitués des dévoilements du rapport GEM. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux ou un peu moins familiers, peut-être souligner en introduction que le GEM, c'est probablement la plus grande enquête internationale sur l'activité entrepreneuriale dans le monde. Ça a débuté en 1999 dans plus de 100 pays. Il y a eu des portraits annuels qui ont été faits. Ça couvre vraiment tous les continents. Il y a au moins 2000 personnes par pays qui répondent au sondage annuel, puis on a plusieurs personnes expertes aussi qui viennent répondre à un questionnaire complémentaire sur les conditions cadres, ce qu'on appelle aussi parfois l'écosystème entrepreneurial. On parle juste pour cette année, puis c'est de même à peu près à chaque année, plus de 200 000 personnes partout dans le monde qui ont répondu au questionnaire qui est envoyé, puis plus de 1500 personnes expertes qui ont été sollicitées pour donner leur opinion. Et globalement, là, c'est un réseau de plus de 400 chercheurs spécialistes en entrepreneuriat qui collaborent ensemble à chaque année pour produire les résultats. Fait qu'évidemment, nous, on produit le rapport du Global Entrepreneurship Monitor du Québec. Mais on ne pourrait pas le faire, évidemment, sans la collaboration de toutes ces autres personnes-là qui sont engagées dans différentes parties du monde pour pouvoir collecter les données avec nous au même moment. Ce sont les données, par ailleurs, de 2024.
Étant donné que c'est un consortium international, ça prend toujours quelques mois, voire plusieurs mois avant de réussir à coordonner l'ensemble du consortium, compléter la collecte des données, faire les analyses de qualité. Puis après ça, chaque pays, dans le fond, prend un certain temps avant de produire son propre rapport. Je vais peut-être vous partager une courte vidéo là, pour vous montrer un peu c'est quoi le Global Entrepreneurship Monitor. Donc, je vous laisse à la vidéo. Donc voilà, fait que ça vous donne une idée du Global Entrepreneurship Monitor en tant que tel au niveau du consortium. Maintenant, au niveau du GEM Québec et GEM Canada, peut-être si on reprend la présentation, je le mentionnais tantôt, là, c'est plus de 2000 répondants minimum là, qui répondent à chaque année. Il y en a 2000 cette année au Canada, 460 au Québec, fait qu'on prend évidemment la partie des résidents du Québec.
avec lesquels on compare avec ce qu'on appelle le reste du Canada, là, qui sont toutes les provinces. Il faut évidemment savoir là, qu'il y a quand même beaucoup de diversité à l'intérieur du Canada, d'une région à l'autre ou d'une province à l'autre. Fait qu'on vous invite à suivre aussi les rapports, si ça vous intéresse, à suivre les rapports le rapport canadien du Global Entrepreneurship Monitor qui donne des perspectives régionales au sens des provinces ou des regroupements de provinces un peu partout au Canada. Cette année, on a un panel Internet à 100%, et on a fait un échantillonnage stratifié puis pondéré selon le sexe, l'âge et la province pour s'assurer qu'on a une représentativité selon ces dimensions-là. Pour un échantillonnage classique, là, c'est un panel Internet, mais pour un échantillonnage classique comparable, là, ça serait une marge d'erreur de 4,5 19 fois sur 20. Euh, Peut-être un petit rappel, comme je mentionnais, les habitués vont reconnaître un peu la nomenclature, mais pour ceux qui sont moins familiers, le GEM, dans le fond, on fait un portrait de la population annuellement, donc c'est la population du Québec versus le reste du Canada. Et donc, dans la population, là, on voit à gauche, là, on a ce qu'on appelle les entrepreneurs potentiels. C'est tous les citoyens d'un pays qui peuvent avoir le goût de démarrer un projet et qui font partie également de ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire que ils peuvent trouver que c'est une carrière valorisante d'être entrepreneur. Ils peuvent avoir des opinions, donc, à l'égard de l'entrepreneuriat. Puis, c'est les personnes, dans le fond, qui résident sur le territoire, c'est eux qui nous intéressent. On veut savoir dans quelle mesure l'entrepreneuriat, pour eux, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser, puis dans quelle mesure ils s'engagent réellement dans le processus entrepreneurial. Ceux qui décident de s'engager, on appelle ça l'activité entrepreneuriale émergente. Ça inclut ce qu'on appelle les entrepreneurs naissants. Ce sont les personnes qui sont impliquées dans la démarche de création d'une entreprise. Fait que toutes les personnes qui investissent du temps, des efforts, de l'énergie, donc pour créer une entreprise et que l'entreprise n'est pas encore complètement opérationnelle. En fait, c'est jusqu'à 3 mois de salaire versé maximum. Donc, cette portion-là, on les appelle les entrepreneurs naissants, donc c'est ceux qui sont en processus de démarrage. On a également dans la catégorie de l'entrepreneuriat émergent les nouveaux entrepreneurs, ceux dont l'entreprise est opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle verse des salaires entre 4 mois jusqu'à 42 mois, donc 3 ans et demi d'opération de versement de salaire. On les appelle les nouveaux entrepreneurs. Et ces deux catégories-là, c'est donc l'activité entrepreneuriale émergente. Quand ça dépasse 42 mois de salaire, on les appelle les entrepreneurs établis, là, parce qu'ils ont passé souvent un seuil où c'est particulièrement difficile. Là, les 3 premières années et demie, c'est souvent là où il y a le plus d'abandon, de fermeture. Puis évidemment, toutes ces personnes-là qui s'engagent dans l'activité entrepreneuriale peuvent quitter, donc faire une sortie de l'entrepreneuriat et ils retournent donc dans les entrepreneurs potentiels parce qu'il y en a qui peuvent redémarrer subséquemment une entreprise. Donc, on va passer en revue les principaux indicateurs de l'entrepreneuriat au Québec en 2024. Un des indicateurs les plus importants, c'est ce qu'on appelle, c'est l'entrepreneuriat en tant que bon choix de carrière. Puis, il est important, dans le fond, parce que quand les citoyens d'un territoire estiment que l'entrepreneuriat, c'est un bon choix de carrière, ben, ça fait qu'il y a des gens qui vont soit vouloir démarrer éventuellement ou qui vont à tout le moins encourager les autres à vouloir le faire. Donc, ça va créer une espèce de milieu propice à l'entrepreneuriat. Au Québec, là, il n'y a pas beaucoup de variations comme on le voit au fil des ans. On est à peu près à 4 personnes sur 5 au Québec qui estiment que l'entrepreneuriat, c'est un bon choix de carrière. On est deuxième dans les pays de l'OCDE qui ont participé au GEM cette année, tout juste derrière les États-Unis, mais c'est quand même illustratif du fait que l'entrepreneuriat au Québec, c'est jugé comme une très bonne carrière. Donc, très valorisé au niveau de la culture entrepreneuriale, si on peut s'exprimer ainsi. Quand on tombe dans d'autres indicateurs, puis je fais peut-être une petite parenthèse ici, là, parce qu'on a plus d'indicateurs dans le rapport que ceux qu'on va vous présenter. On a fait une sélection là, des indicateurs qu'on pense qui sont clés là, pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Mais il y en a d'autres, là, fait que si ça vous intéresse, évidemment, on vous invite à lire le rapport au complet. Euh,
Mais au niveau des opportunités perçues, c'est une question qu'on pose aux gens pour leur demander dans quelle mesure sur le territoire, dans leur région, ils estiment là, qu'il y aurait des opportunités pour démarrer une entreprise dans les 6 prochains mois. Fait que, on leur demande ça, dans le fond, parce qu'évidemment, on veut comprendre dans quelle mesure les gens sur le territoire pensent qu'il y a des opportunités entrepreneuriales et donc, à certains égards, dans quelle mesure c'est un bon moment pour eux dans leur région pour démarrer une entreprise. On voit globalement, ça fluctue beaucoup au fil des ans, puis la principale fluctuation vient des années de la pandémie. Là. On avait globalement une hausse, mais la pandémie a fait un peu, disons, rendu un peu plus chaotique les opportunités entrepreneuriales perçues, sans surprise évidemment, parce que ça a créé beaucoup de turbulences au niveau de la prévisibilité des opportunités dans cette période-là. On remarque par contre vraiment un déclin important des opportunités perçues dans la dernière année par rapport à 2023. Donc, on est en dessous du reste du Canada très légèrement, alors qu'on était globalement à peu près toujours un peu au-dessus du reste du Canada dans les dernières années. C'est quand même pas catastrophique. Là, on a des taux similaires à ceux des États-Unis, puis assez proches quand même du reste du Canada, mais on voit là, qu'il y a peut-être un petit changement de ce côté-là. Au niveau de la perception de facilité pour démarrer une entreprise, on voit là aussi un léger déclin dans les dernières années. On est à peu près une personne sur deux qui estime que c'est relativement facile de démarrer une entreprise. On est tout juste devant le reste du Canada, tout juste derrière les États-Unis. Fait que on est à peu près là, similaire de ce côté-là. Mais globalement, depuis les années de la pandémie, là, on voit qu'il y a un déclin qui semble s'amorcer. Donc, on estime que c'est peut-être de plus en plus difficile de démarrer une entreprise au Québec. Au niveau des compétences entrepreneuriales perçues, c'est un indicateur particulièrement important parce que pour que les gens s'engagent à devenir des entrepreneurs, qui s'engagent dans le processus de création, il faut d'abord et avant tout qu'ils s'estiment compétents pour pouvoir le faire. Et donc, cet indicateur-là est très, très lié au taux d'intention d'entreprendre généralement, puis c'est souvent très, très lié à l'activité entrepreneuriale également. Et ça tend à fluctuer légèrement dans le temps, mais comme on remarque là, dans les dernières années, depuis en fait 2013, c'est essentiellement une hausse du niveau de compétences entrepreneuriales perçu de la population au Québec. Le reste du Canada a eu une légère hausse au fil du temps, mais ça reste relativement stable. Et pour une première fois depuis 12 ans, là, on s'approche drôlement du taux du reste du Canada. On est même devant les États-Unis, très, très, très légèrement devant les États-Unis. Fait que, on voit donc qu'il y a une progression à cet égard, là, au niveau des compétences entrepreneuriales perçues. Et ça, comme je disais, ben, ça a une influence sur l'intention d'entreprendre dans bien des cas, puis le processus entrepreneurial également. Un autre indicateur aussi important, c'est la peur de l'échec. En fait, on demande aux gens dans quelle mesure la peur de l'échec pourrait les empêcher de démarrer une entreprise. Et donc, ben, comme on le voit, là, on se situe très, très proche du reste du Canada. C'est presque un taux identique, en fait. Mais globalement, on voit que la peur de l'échec, depuis 2013, là, ça a tendance, malgré quelques fluctuations, ça a tendance à progresser. Il y a eu un déclin cette année par rapport à 2023, mais la tendance générale semble être une tendance d'augmentation de la peur de l'échec. Alors, donc ça, c'est un indicateur probablement à surveiller, c'est-à-dire que même si les gens voient des opportunités dans leur région, même s'ils se sentent compétents, s'ils ont peur de l'échec, ça pourrait les empêcher de passer à l'action également. Peut-être le principal indicateur avant d'aller dans ceux qui concernent l'entrepreneuriat en tant que tel, là, c'est les intentions entrepreneuriales. On demande aux gens, dans le fond, dans quelle mesure, pour les 3 prochaines années, ils ou elles ont l'intention de démarrer une entreprise. Donc, on voit le Québec se situe au 6e rang. On est derrière le reste du Canada avec quand même une petite marge, mais on constate, là, si on voit depuis la pandémie, en fait, on constate une progression assez importante et une progression marquée par rapport à 2023, là, où on a 6 d'augmentation
Euh, Progression qui est aussi observée par ailleurs au reste du Canada depuis la pandémie. En fait, là, les taux d'intention ont vraiment euh, presque doublé au reste du Canada. Puis au Québec, évidemment, ça a largement progressé aussi. Si on regarde les indicateurs de l'entrepreneuriat au Québec, comme je le mentionnais en introduction, là, pour essayer de séparer un peu les catégories là, d'entrepreneurs, les entrepreneurs naissants, pour rappel, là, c'est ceux qui sont en processus de démarrage. Fait que l'entreprise est pas démarrée, pas opérationnelle. Puis si elle l'est, ben, c'est très, très récent, là. C'est jusqu'à 3 mois de salaire versé qu'on va les inclure dans cette catégorie-là. Fait que c'est beaucoup de gens, dans le fond, qui ont des projets entrepreneuriaux en tête, qui commencent à investir des efforts, qui commencent à parler à des clients, qui développent leurs prototypes, qui, des fois, font des actions aussi, mais l'entreprise n'est pas complètement opérationnelle. On voit, c'est une hausse très, très marquée. En fait, c'est un record depuis les dernières années d'entrepreneurs naissants au Québec. Si on remarque depuis justement la pandémie 2020, on était à 7 d'entrepreneurs naissants. Maintenant, on est à 19 d'entrepreneurs naissants. C'est presque 3 fois plus d'entrepreneurs naissants que l'année de la pandémie. Progression qui est aussi très similaire avec ce qu'on observe dans le reste du Canada. Le Québec est tout juste en deçà là, du reste du Canada, mais c'est des taux très, très semblables. Donc, on est deuxième dans les pays de l'OCDE qui ont participé et le reste du Canada est au premier rang. On est devant les États-Unis à 4 et un peu plus là, d'entrepreneurs naissants. Les nouveaux entrepreneurs, donc ceux dont l'entreprise est au premier balbutiement, là, entre 4 mois et 42 mois de salaire versé, ces nouveaux entrepreneurs-là, on constate là, très, très légère hausse par rapport à 2023. On est passé de 7,3 à 7,7 fait que c'est très, très marginal le changement. Et c'est une baisse depuis 2021. Là. Fait que c'est comme si on a beaucoup d'attrait, hein. Les gens s'engagent avec l'entrepreneuriat naissant. Là. On voit qu'il y a une belle augmentation, mais au niveau des nouveaux entrepreneurs, donc des entreprises qui sont opérationnelles, ça ne semble pas suivre cette même courbe-là. Au contraire, ça décline depuis 2021. Donc, on était à 7,7 comme je le mentionnais. Reste du Canada, 12,1 donc presque 5 là, d'écart. On est à peu près ex aequo avec les États-Unis sur cet indicateur-là. Et comme je le mentionnais en introduction, ces deux indicateurs-là, les naissants puis les nouveaux, quand on les combine, c'est l'indicateur phare du GEM qu'on appelle l'activité entrepreneuriale émergente. Donc, c'est les nouvelles pousses là, qui sont en train d'émerger au Québec, mais ça inclut des activités qui ne sont pas opérationnelles. Donc, on voit là, et boosté par justement les entrepreneurs naissants, là, on voit qu'on a une grande progression au Québec, où on est passé de 14,8 à 22,3 de personnes au Québec qui sont en train de faire émerger, dans le fond, des nouvelles entreprises sur le territoire. On est tout juste derrière le reste du Canada, au troisième rang des pays de l'OCDE, devant les États-Unis. Donc, puis on voit là, depuis la pandémie, en fait, là, mis à part une espèce de rebond là, en 2021, on est plutôt en progression aussi là, jusqu'à cette année au niveau de l'activité entrepreneuriale émergente. Alors, pour les prochaines diapos, je vais céder la parole à mon collègue Marc Duhamel qui pourra vous parler des entrepreneurs établis et de plein d'autres choses. Bonjour tout le monde, merci Étienne. Ce qu'il faut comprendre, en fait, vous avez vu là, vraiment l'entrepreneuriat émergent qui a vraiment augmenté. Ce qu'il faut se rappeler également, c'est que en 2024, on sortait en fait de 3 trimestres de croissance négative au Québec au niveau du PIB. Donc, c'est un peu normal que quand on ressort en fait d'une période bon, qui avait été appelée là, par le ministre des Finances, Girard, là, c'était pas techniquement une récession parce qu'on sait le marché de l'emploi au Québec est très, très, très serré. Donc, c'est normal, on a vu cette augmentation souvent qui suit une période de ralentissement économique. On observe cette augmentation de l'entrepreneuriat émergent.
Ceci dit, depuis 2014, on s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat établi au Québec. En 2024, par exemple, il y avait plus de 37% des entrepreneurs, des propriétaires de PME au Québec qui avaient plus de 37 ans, alors que le taux était inférieur à 20% au début des années 2000. Et donc, même si on doit se réjouir, en fait, vraiment de cet élan entrepreneurial-là au Québec au niveau de l'entrepreneuriat émergent, on s'inquiète ou on surveille attentivement depuis 2014 le mouvement sur l'entrepreneuriat établi. Et comme vous le voyez sur la diapositive ici, vous voyez que la tendance depuis 2013 était essentiellement une tendance à la baisse de l'entrepreneuriat établi, donc la crainte que le vieillissement des entrepreneurs causait en quelque sorte un ralentissement ou une faiblesse de l'entrepreneuriat établi par rapport aux autres pays. En 2024, qu'est-ce qu'on constate? En fait, c'est une augmentation de la tendance de l'entrepreneuriat établi. Et ça reprend en 2023 et en 2024. Donc, c'est des signes encourageants que non seulement les entrepreneurs émergents qui arrivent dans l'écosystème entrepreneurial au Québec sont plus nombreux en 2024, mais également, ce qu'on constate, c'est que depuis 2022, on a cette croissance-là de l'entrepreneuriat établi. Et ça, c'est un signe très encourageant pour l'entrepreneuriat au Québec. Euh, Si on s'intéresse justement aux entrepreneurs établis, donc on se rend compte qu'il y a il y a plus d'entrées en quelque sorte et ceux qui étaient là restent, bien, on surveille également les sorties entrepreneuriales. Donc ça, c'est le pourcentage de la population adulte qui déclare lors de l'enquête qu'ils ont fait l'expérience d'une sortie entrepreneuriale. Donc, ils se sont retirés de l'entrepreneuriat. Et dans le GEM, on surveille deux grandes catégories de sorties entrepreneuriales. Il y a les sorties entrepreneuriales avec cessation des activités. Donc, ça, c'est de la dissolution d'une entreprise ou d'une PME. Mais on surveille également les sorties entrepreneuriales avec continuité des activités. Comme on le voit ici, hein, on sort d'une période de récession, bon, technique, 3 trimestres de croissance du PIB négatif. On voit qu'effectivement, les sorties entrepreneuriales sont à la hausse au Québec en 2024 par rapport à 2023. C'est une légère augmentation au niveau des sorties totales. Mais si on regarde, par exemple, par contre, les sorties avec continuité, donc, la prochaine diapositive, Étienne. Donc, on l'a, excusez-moi. Donc, je vais y revenir après, mais je vais y revenir. On va aller sur la synthèse. On va continuer sur la synthèse. Donc, essentiellement, on suit hein, toutes ces différentes sorties-là. Ce graphique-là est très, très, très important dans le rapport 2024 parce qu'il illustre en fait un renversement de constats qu'on fait depuis 2013. Historiquement, ce qu'on observe, c'est que le Québec a une activité entrepreneuriale dans les phases initiales de l'entrepreneuriat très élevée. Hein, souvent, on va observer que l'intention entrepreneuriale, les entrepreneurs naissants, les nouveaux entrepreneurs au Québec sont plus nombreux que ce qu'on observe dans le reste du Canada. Bon, ça change d'année en année, mais généralement, on a ça. Et on observe à l'inverse que le pourcentage d'entrepreneurs établis au Québec est inférieur à ce qu'on observe dans le reste du Canada. Cette année, en 2024, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on observe que, effectivement, la courbe d'érosion, moi j'appelle ça une courbe d'érosion, là, mais c'est la courbe synthèse, en fait, de l'activité entrepreneuriale au Québec est inversée par rapport dans le reste du Canada. Donc, on voit que effectivement, la récession a peut-être eu plus d'impact sur les phases initiales de l'entrepreneuriat au Québec. Par contre, pour une des rares années, en fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'entrepreneuriat établi est supérieur au Québec à ce qu'on observe dans le reste du Canada. Et quand on observe sur les sorties entrepreneuriales, que ce soit avec continuité ou sans continuité, on observe effectivement que le Québec, en fait, est inférieur. Donc, ça suggère, en fait, le constat
un des constats qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la résilience des entrepreneurs au Québec était plus forte en 2024 que ce qu'on a observé, par exemple, en 2023. Donc, quand on parle de résilience, bien entendu, on s'intéresse au repreneuriat, hein. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on veut que les entrepreneurs rentrent, ceux qui sortent trouvent en fait d'autres entrepreneurs qui sont en mesure de prendre la relève. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, depuis 2018, on observe que le repreneuriat, donc ça ici, c'est une moyenne mobile de 3 années. Ce qu'on observe, c'est que le repreneuriat, en fait, prend de plus en plus d'importance au Québec depuis 2018. On s'en rend compte, on obtient essentiellement que la proportion de repreneurs et devient de plus en plus élevée au Québec par rapport au reste du Canada. On observe effectivement une croissance au Canada, on observe une croissance proportionnellement plus importante au Québec. Et ça a des échos dans d'autres types de données, comme par exemple les données de l'Observatoire de Repreneuriat Québec, qui montrent également au niveau des entreprises, on observe justement ces croissances-là et une croissance plus soutenue au Québec. Euh, dernier enjeu qu'on regarde régulièrement parce que, comme on le sait, dans la définition de l'entrepreneuriat du GEM, on s'intéresse beaucoup en fait au lien entre le marché du travail et l'entrepreneuriat. On sait que le marché du travail au Québec est beaucoup plus serré que ce qu'on observe dans le reste du Canada. Et on remarque ici qu'effectivement, hein, on voit le déclin depuis 2018 de l'entrepreneuriat émergent hybride. C'est quoi l'entrepreneuriat émergent hybride? Ben, c'est tout simplement, c'est les entrepreneurs qui sont à la phase de naissance ou à la phase de euh, euh, c'est bon, je me rappelle plus, là, désolé, c'est naissant ou Nouveau Étienne, tu entrepreneur. me rappelles? Ouais. Nouveau entrepreneur. Oui, les nouveaux, excusez, j'avais le terme en anglais dans ma tête, ça ne m'aidait pas. Donc, ces deux catégories-là, donc ceux qui sont essentiellement dans les premiers mois de démarrage et de salaire versé, on voit que ceux qui conservent un emploi en même temps dans le processus de démarrage, cette proportion-là est en décroissance au Québec, alors qu'elle semble un petit peu se maintenir dans le reste du Canada. Et donc, nous, ce que ça nous suggère, c'est qu'effectivement, le marché de l'emploi, le marché du travail a un impact important non seulement sur l'entrepreneuriat émergent, l'entrepreneuriat établi, mais également sur le type d'entrepreneuriat qu'on retrouve au Québec. Excellent. Merci, Marc. Donc, ça fait le tour de la présentation en termes d'indicateurs. Donc, pour rappel, là, juste pour fin de la discussion, on voit que la perception d'opportunité baisse au Québec, tout comme la perception de facilité à démarrer des entreprises. Et la peur de l'échec, bien qu'on a vu là, que ça a diminué un petit peu cette année, c'est une augmentation globale depuis 2013. Donc, ces trois indicateurs qui laisse penser là, que ça pourrait compromettre d'une certaine façon l'entrepreneuriat, l'intention d'entreprendre éventuellement. Par contre, on voit une augmentation de la compétence entrepreneuriale perçue et une augmentation de l'intention d'entreprendre. Donc, à surveiller, dans le fond, si les prochaines années feront en sorte que ça va se maintenir, cette intention d'entreprendre dans le futur. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, donc, comme on l'a vu, là, une augmentation de l'entrepreneuriat émergent, essentiellement boostés là, par l'entrepreneuriat naissant, donc les personnes qui sont en processus de démarrage, mais également une augmentation de l'entrepreneuriat établi. Donc, comme le suggérait Marc, là, c'est une bonne nouvelle. Ça suggère qu'il y a des gens qui finissent par rendre leur entreprise pérenne. On se situe à peu près dans la médiane de l'OCDE, alors qu'on était plus vers le bas dans les dernières années. Mais il y a une augmentation quand même des sorties entrepreneuriales sans continuité. Fait que ça envoie un signal de pérennité un peu mixte, là. On a des entrepreneurs qui s'établissent, mais on en a d'autres qui quand même ferment leur entreprise.
Et le reprenariat continue à avoir quand même le vent dans les voiles d'une certaine façon. C'est le tiers des entrepreneurs nouveaux et établis qui sont devenus entrepreneurs via ce moyen-là. On voit aussi l'entrepreneuriat émergent hybride, l'en déclin depuis 2016-2018. Puis là-dessus, je fais un clin d'œil également au réseau SADC, CAE du Québec, pour lesquels il y a 11 SADC qui ont des programmes spécifiques là, sur ce qu'ils appellent le flexipreneuriat pour soutenir les femmes en affaires, spécialement là, celles qui sont entrepreneurs hybrides. Le rapport devrait être disponible dans les prochaines minutes, à la fois sur notre site web uqtr.ca/GEM et également sur le site web du consortium dont vous voyez l'adresse apparaître, mais également sur le site web de l'Institut de recherche sur les PME, d'ailleurs, là, qui organise cet événement. On vous invite aussi à vous abonner à notre infolette de l'Institut de recherche sur les PME pour rien manquer là, dans des futurs dévoilements de rapports. À chaque année, on fait le GEM, mais on en fait d'autres sur d'autres sujets également. Et puis, grand merci au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que le TSIS, là, qui est le responsable, le Canadien du Global Entrepreneurship Monitor, qui nous aide, à fond, à consolider l'enquête nationale, puis ce qui nous permet de faire l'enquête, de faire le présent rapport pour le Québec. Alors voilà, ça fait le tour des principaux indicateurs. On a vu également qu'il y avait quelques questions qui commençaient à popper dans le QNR, et donc on a commencé à répondre. On vous invite à mettre vos questions justement à cet endroit-là, sinon dans le chat. Et puis, Maxime, sans plus tarder, je te repasse la parole pour présenter nos panélistes qui vont réagir aux principaux résultats du rapport. Ben exactement. Donc, on est rendu à la période de, pardon, de panel. Donc, je prends quelques instants pour vous les présenter. Je débuterai avec Madame Manon Théberge. Manon Théberge, qui est la présidente directrice générale de Ose Entreprendre. C'est une organisation qui a comme principal mandat d'inspirer l'entrepreneuriat pour bâtir un Québec innovant, fier et prospère. Vous pourrez aussi en parler à ma fille de 10 ans qui fait des petits porte-talons qui vont révolutionner le monde. Donc, merci à vous. Suivi de M. Pascal Harvey, qui est président, directeur général aussi, mais du réseau des SADC et du CAE du Québec. Donc, M. Harvey a une très belle et vaste expertise au niveau du développement économique. Et pour terminer avec M. Pierre Duhamel, qui en passant n'a aucun lien de famille avec M. Marc Duhamel. On a fait des recherches tantôt avant la rencontre et pour l'instant, on n'a rien trouvé. Donc, il est auteur, journaliste économique et commentateur, mais aussi conseiller au pôle D d'HEC Montréal et ancien DG du réseau Mentorat. Merci à vous trois d'être présents aujourd'hui, de pouvoir venir un peu s'entretenir avec nous des différents sujets qui ont été abordés. J'irai avec la première question qui s'adresserait directement à Mme Théberge pour suivre le processus. Qu'est-ce qui principalement a attiré votre attention avec ce qui a été présenté par Étienne et Marc? Merci Maxime, merci Étienne et Marc surtout de tenir ces données-là pour le Québec. Je trouve ça vraiment intéressant de nous positionner à travers les autres États plutôt que tout le temps des segments comme on avait auparavant là, entre provinces ou des éléments comme ça. Je trouve que ça donne un regard d'ensemble beaucoup plus intéressant. Et là, on a du temps en plus, on a pas mal d'années là, qui commencent à faire des tableaux avec des variations qui nous informent de notre évolution collective. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est évidemment avec le rôle qu'on joue, c'est le début de la chaîne entrepreneuriale, donc ces intentions d'entreprendre, ce désir d'entreprendre, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui persistent, et particulièrement en lien avec les éléments démographiques avec lesquels on doit composer. Alors tout le monde est au courant que la pyramide des âges ressemble plutôt à une toupie. Donc, et ça fait que les taux, les entrées, les sorties, se traduisent dans le domaine entrepreneurial, puis implique qu'on doit quand même prendre soin de préparer les jeunes qui vont rentrer dans cette sphère d'activité-là pour s'y accomplir, puis contribuer avec leurs initiatives. Donc, dans les éléments du rapport, je pourrais en parler longuement, mais comme on est plusieurs à faire le tour, je vais peut-être juste mentionner les éléments sur les nouveaux entrepreneurs qui ont 3 mois
et plus. Dans notre univers à nous, c'est l'année de la première vente qu'on les considère dans cette catégorie-là. C'est une façon différente de classifier. Et puis, juste l'année passée, on avait une hausse de 30%. Donc, peut-être que globalement, il y en a un peu moins, mais on réussit à les repérer puis à les entrer dans l'écosystème via le défi aux entreprendre d'une certaine façon par la création d'entreprises l'année démarrage, parce que c'est un moment particulièrement important de les accompagner pour les aider à se propulser. Donc, ce serait mon petit lancement. Alors, je te laisserai à Pascal. Excellent, bien merci. Ouais. Merci encore. J'irai avec M. Harvey, vos premières réactions. La première réaction, d'abord, merci pour l'invitation pour pouvoir participer à ce lancement officiel. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup du rapport puis du travail d'Étienne et de Marc, c'est que ça met en lumière des personas. Tu sais, on parle d'entrepreneurs potentiels, naissants, nouveaux entrepreneurs et d'entrepreneurs établis, puis ça donne bien parce que les SADC, CAE au Québec travaillent avec des personnes et non pas avec des entreprises Inc. C'est des humains qu'on accompagne. Puis c'est intéressant de voir l'évolution des perceptions liées à des gens qui utilisent l'entrepreneuriat comme un moyen de gagner leur vie. C'est une profession au Québec, être entrepreneur, puis c'est pas donné à tout le monde nécessairement. Puis moi, ce que je vois d'intéressant dans les statistiques, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse là, par rapport au rapport précédent, c'est que des organisations membres de l'écosystème comme nous sommes, comme Manon également et son équipe, c'est qu'on a encore toute notre raison d'être pour valoriser l'entrepreneuriat, pour accompagner des entrepreneurs vers leur but ultime, c'est-à-dire de devenir des entrepreneurs, et aussi encourager ceux qui le sont déjà à poursuivre dans un mode acquisition ou expansion. Fait que c'est mes premiers commentaires par rapport aux résultats du rapport. Merci beaucoup. Je passe le micro à M. Duhamel. Je pense que je vous ai mal passé le micro. Il faudrait juste enlever le. Voilà qui est fort Voilà. utile. Voilà qui est fort utile. Comme mes prédécesseurs, je voudrais vous remercier de l'invitation. Euh, c'est un travail, pour avoir déjà donné un peu, c'est un travail considérable, puis c'est un travail qui est sous-estimé, mais qui est super important parce qu'on est dans un monde où on a besoin de donner pour réfléchir, de donner pour agir. Et tout ce qui contribue à donner de la donnée, c'est hyper positif. Alors, merci beaucoup. Euh, Moi, ce qui me frappait le plus, moi, j'avais des facteurs qui me réjouissaient beaucoup. J'avais des facteurs qui m'étonnaient. Je dirais pas qui me confondaient, mais qui m'étonnaient. Dans les facteurs qui me réjouissaient, c'est le goût d'entreprendre au Québec, il est fort, il est très prononcé. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que il y a des potentialités. Il y a un avenir. Maintenant, tout à l'heure, je parlerai un peu tu sais, de genre d'avenir dans lequel on peut travailler par rapport à ça. Euh, Dans le goût d'entreprendre, c'est un bon choix, c'est un statut élevé, les compétences sont supérieures, il y a beaucoup d'entrepreneurs naissants, le taux d'activité entrepreneuriale émergent est très fort, je m'allais presque dire spectaculairement fort. Euh, et ça, c'est super bon. Puis je voudrais souligner l'apport fantastique de Manon Théberge puis d'autres entreprendre là-dessus parce que euh, elle fait un travail de contamination à l'entrepreneuriat depuis de nombreuses années dans les écoles, dans les institutions d'enseignement de tout niveau. Et, 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 et dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est de bâtir son avenir soi-même. Puis je pense que ce message-là, il est bien véhiculé, il est bien vécu. Monsieur Harvey aussi, les SADC, CAE, euh, c'est la structure régionale le plus en contact avec des entrepreneurs du Québec. C'est un rôle super important et je pense que le goût d'entreprendre, le- que les gens se sentent accompagnés aujourd'hui, c'est super important. Bon. Là, monsieur Montminy, vous me Oui. laissez aller dans ce qui m'étonne ou on peut y aller tout à l'heure?
N'oubliez pas, j'ai tous les droits, Monsieur Duhamel, donc c'est moi qui vais aller avec les prochaines questions. Et c'est une première aujourd'hui au GEM. C'est la première fois qu'on voit des cœurs et des pouces en l'air là, aller sur l'écran. Fait que, Madame Théberge, félicitations. J'irai avec la deuxième question, si ça vous dérange pas trop. Tantôt, on a parlé au niveau des entrepreneurs émergents, donc ceux qui sont en processus de démarrage ou qui ont 42 mois ou moins d'activité. On se rend compte aussi qu'en même temps, il n'y a jamais autant de sorties d'entrepreneuriat. Où est-ce que les entrepreneurs cessent leurs activités? Comment on peut améliorer, selon vous, la pérennité de ces entreprises créées au Québec? Je commencerai avec Madame Théberge. Alors, ben merci Pierre et Pascal. En fait, on travaille tous dans une même direction. Alors, on pourrait se co-envoyer des fleurs, mais l'important, c'est de contribuer à bâtir quelque chose de plus grand que nous. Dans la question d'entrée-sortie, je suis dans une position où je trouve que la place des jeunes n'est pas facile à prendre pour compenser ces sorties vieillissantes parce que c'est pas toujours possible pour eux d'aller acheter des entreprises avec beaucoup de moyens ou l'inexpérience et tout ça. Fait qu'il y a, il y a dans la place des jeunes une volonté de lancer, d'innover, de partir ces trucs et ensuite le défi de reprendre les entreprises pour en assurer une certaine pérennité. Mais il y a aussi que je trouve qu'on regarde ça un peu comme dans un grand bloc. Il m'apparaîtrait important de segmenter. Ça dépend c'est quoi, c'est comment. Il y a des entreprises qui sont vouées à avoir des cycles plus courts, d'autres plus longs. Je sais qu'on parle de taux de survie. Moi, j'aimerais bien parler d'espérance de vie. Un peu comme les humains, hein, on a tendance à penser qu'on est éternel. Et nos entreprises, c'est des personnes morales. Fait que j'aime bien faire le pendant où si on avait une espérance de vie par domaine d'activité, par secteur et tout ça, ça pourrait être intéressant d'aller mesurer plus finement un peu c'est quoi nos attentes, qu'est-ce qui est notre rêve pour différents secteurs d'activité par rapport aux entrées et sorties. De toute évidence, les jeunes, par rapport à la sortie, ils représentent que 6% du reprenariat, donc sont pas très nombreux. Donc, je trouve ça vraiment important qu'on s'occupe de tous ces segments-là de façon très attentive pour composer avec ce grand changement générationnel qui est devant nous. On a commencé à le vivre et les prochaines étapes vont s'accélérer. Donc, pour l'instant, les entrepreneurs de 2034 représentent 13% des entrepreneurs en proportion, mais sont 33% de la population. Donc, on a encore beaucoup d'espace là, pour travailler à préparer une relève et qui éventuellement pourra reprendre ou lancer leurs éléments. Donc, ce serait un peu un angle intéressant à trouver là, pour analyser davantage un peu les besoins plus spécifiques. Merci beaucoup, très bon point. Monsieur Harvey, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que les défis qu'on a, c'est de garder l'équilibre entre justement les entrepreneurs émergents et tout ce qui se passe au niveau des sorties entrepreneuriales. Manon vient de le nommer, puis Marc pourra confirmer parce que dans un rapport de l'Observatoire sur le reprenariat, on avait observé qu'au cours des dernières années, les personnes de 55 ans et plus devenaient les nouveaux acquéreurs d'entreprises, puis ça laissait moins de place pour les jeunes. Puis c'était peut-être moins sexy pour les jeunes aussi qui voulaient se partir en affaires, d'acquérir une entreprise qui existait déjà. Donc, moi, je pense que le rôle qu'on a collectivement, c'est justement de retrouver l'équilibre entre oui, démarrer une entreprise, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose d'intéressant au Québec. Reprendre une entreprise, ça l'est tout autant, mais je pense qu'il ne faut pas tirer la couverte d'un côté plus que de l'autre. On a valorisé beaucoup le reprenariat au fil des années. On en a peut-être oublié un peu les bons côtés du démarrage d'entreprise, mais je pense qu'on doit revenir à la base, dire il y a une place pour des gens qui veulent se partir en affaires au Québec, qui veulent partir de nouvelles entreprises, mais il y a aussi une place pour des gens qui veulent acquérir une entreprise qui existe déjà. Puis ça va éviter que des sorties entrepreneuriales se terminent tout simplement par une fermeture. Donc, on veut que des entreprises, fleurons ou pas, poursuivent leurs activités à la grandeur des régions du Québec et en région urbaine. Donc, c'est le défi qu'on a, c'est de répondre aux deux besoins en simultané. En effet. Merci encore, M. Harvey. M. Duhamel? Euh, il y a des données dans l'étude quand on parle qu'il y a moins d'opportunités perçues. Euh, Peur de l'échec. Peur de l'échec avec accompagnement, avec un soutien, mais le moins d'opportunités perçues. On est
dans un environnement très particulier, je dirais depuis un an et demi, où l'économie est vraiment très bouleversée, où ce qui existait avant n'existe plus de la même façon. Et les gouvernements, notamment, sont beaucoup sur l'économie qu'ils perçoivent comme l'économie réelle, de choses qui existent, qui est gros, qui est concurrentiel, qui peut survivre, et en négligeant l'économie potentielle, c'est-à-dire ben, la relève entrepreneuriale, le vivier, comment qu'on va bâtir ceux qui seront éventuellement des entrepreneurs et des entrepreneurs et des releveurs. Et moi, je pense que c'est c'est une erreur. Euh, Pas qu'il ne faille pas s'occuper des entreprises qui existent, puis des rendre plus compétitives, puis de développer de nouveaux marchés, il le faut. Mais si on oublie tout ce qui émerge, on sera pas beaucoup plus avancé dans 5 ans, dans 10 ans d'ici. Alors, moi, je pense que les gouvernements doivent continuer d'accompagner les entrepreneurs. Les coupes comme on a eu au gouvernement du Québec, surtout, c'est quand même les 2 tiers du développement entrepreneurial, le budget qui a été coupé, 40% dans le développement économique régional. Ça, dans une logique budgétaire, ça a du sens. Dans une logique de développement à moyen puis long terme, c'est très dangereux. En effet, puis à vous écouter, puis à voir un peu les réactions des gens, je pense que pas mal tout le monde ici est d'accord avec vos propos. Merci encore pour votre réponse. J'aurais une autre question. Les données qu'on a vues tantôt ont été agglomérées, donc avec toutes les régions du Québec. Mais voyez-vous qu'il y aurait des disparités régionales, Montréal versus les autres régions du Québec, qui seraient intéressantes à souligner ou que vous avez remarqué, vous, sur le terrain dans vos organisations? Madame Théberge. Il y avait Étienne qui avait la main levée, je m'excuse. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai rebaissé, c'est pas grave, mais rapidement, en fait, je voulais simplement faire le lien entre les commentaires des panélistes. Je trouvais ça super intéressant, le commentaire de Pierre Duhamel sur l'idée de pas négliger le vivier, la relève entrepreneuriale. Puis moi, j'étudie beaucoup l'entrepreneuriat sous l'angle d'une carrière. Manon faisait référence aussi sur les nouveaux entrepreneurs, les plus jeunes, tu sais, qui peuvent, mais dans le fond, devenir entrepreneur, c'est un parcours, c'est une question d'une vie. Et parfois, on fait des tests quand on est plus jeune, on essaie des projets. Ces projets-là, on les ferme, on les abandonne. Mais ce qu'on acquiert là comme compétence, comme goût de devenir entrepreneur, des fois, c'est un peu plus tard que ça se manifeste. Puis les données de Marc sur le reprenariat sont éloquentes. Avec des gens 55 ans et plus qui reprennent les entreprises. Il y en a qui attendent quand même assez tard pour s'engager dans le processus entrepreneurial, mais comment ça s'est passé pour ces gens-là de 55 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Ben, c'est peut-être des gens qui participaient à différentes activités entrepreneuriales puis qui avaient cette flamme-là, qui ne l'ont pas concrétisée pour différentes raisons, différents contextes. Mais il ne faut pas négliger, dans le fond, effectivement, le vivier, la culture entrepreneuriale parce que c'est nos entrepreneurs dans 10, 15, 20 ans. Fait qu'à court terme, c'est sûr, quand on fait le portrait de l'entrepreneuriat au Québec, on regarde 2024, ça ressemblait à quoi? Mais il faut toujours rester attentif justement sur les différents indicateurs parce que ça peut avoir des conséquences quand même 5, 10 ans plus tard. Fait que je voulais juste faire ce petit parallèle-là, réagir aux commentaires jusqu'à maintenant. Merci, bien entièrement d'accord. Puis pour prêcher pour ma paroisse ici au CEI, à l'UQTR, on est en lien beaucoup avec les étudiants. Puis c'est une constante qu'on voit, là. Je veux dire, ce que tu dis, Étienne, c'est comme un portrait collé de ce qu'on voit au quotidien. Madame Théberge, est-ce que vous vous rappelez encore de la question que je vous ai posée? On parlait de région, hein, c'est bien ça. Exactement. Montréal versus les autres régions, s'il y avait des disparités puis que vous avez observées dans vos organisations. Ben, en fait, nous, on travaille dans les 17 régions, 300 localités. Donc, on a ce
qu'on peut d'avoir comme tendance générale, là, dont je pourrais nommer, c'est que la collaboration sur les territoires de l'écosystème des intervenants fait une sacrée différence pour les gens qui veulent se lancer. Ça contribue à la confiance, ça contribue aux relations, à développer son réseau, à sa visibilité. Fait que quand on travaille avec le défi, on a des responsables locaux qui sont pas nos employés, c'est tous des gens qui lèvent la main et disent, je vais m'en occuper ici. Dans l'équipe de Pascal, il y en a plusieurs qui font ça, justement. Et puis régionalement, on fait la même chose. On regroupe les acteurs qui lèvent la main pour s'en occuper, mais en même temps, on regroupe ceux qui sont à l'école, donc les centres de services scolaires et tout ça. Donc, ça crée une espèce de connexion entre les gens. Et cette proximité-là, ce qu'on constate, c'est que les territoires où elle est la plus forte, la plus synchronisée, c'est là que l'accompagnement a le plus d'impact dans les mesures que nous, on reçoit. Donc, le volume de projets, la quantité de gens qui vont être accompagnés, ce qui les motive, et le retour de ces entrepreneurs-là à leur tour pour être membre de jury, s'offrir comme accompagnateur, comme mentor. Fait que personne ne se réalise tout seul. On est toujours en lien. C'est cette histoire de lien-là qui se construit dans la proximité des territoires, puis qu'ensuite on peut voir à plus grande échelle. Fait que c'est une lecture, je dirais, qui est plus liée au territoire humain, on pourrait nommer, là, de cette grande proximité-là, qui fait une différence dans le cheminement des individus qui sont entrepreneurs. Ça nourrit la confiance et tout ça. Puis pour faire du pouce sur ce qu'Étienne disait sur les compétences, ça se développe pas ça subitement, là, le goût du risque, l'envie d'essayer, d'innover, là, parce qu'on a 32 ans, ça se passe. Ça se construit par le temps, d'abord dans notre famille, ensuite à l'école, ensuite dans des différentes expériences. Fait que cette construction-là, qui fait que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ceux qui en ont 15, 20, 30 en ce moment, vont être des acteurs de changement pour la suite. Donc, c'est cette espèce de soin-là, de proximité sur les territoires, c'est un peu la même lecture pour cette lien du temps, de cette proximité-là qui s'ajoute les unes aux autres. Très intéressant. Merci encore. Monsieur Hervé? Bien, sur la notion territoriale, la notion des régions, comme vous le savez, nous, puis M. Duhamel l'a nommé tout à l'heure, on a un accompagnement régional, donc on intervient uniquement en région rurale et semi-urbaine. Puis pour nous, les régions semi-urbaines, bien évidemment, c'est le pourtour de l'île de Montréal, c'est le pourtour de la ville de Québec également. Donc, on n'intervient pas tout simplement pas en région urbaine. Le programme de développement des collectivités qui finance l'ensemble des organisations similaires aux nôtres à la grandeur du Canada ne touchaient pas les régions urbaines. Donc, pour nous, on ne se sert jamais de la lunette en se comparant à Montréal. On se compare plutôt entre les régions rurales et semi-urbaines. Puis encore là, c'est difficile de comparer une région rurale à une région semi-urbaine parce que le bassin d'entreprise, le bassin d'entrepreneurs en Montérégie n'est pas le même que sur la Côte-Nord ou en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait qu'il faut souvent comparer des pommes et des oranges avec des oranges. Par contre, ce que j'apprécie du rapport, du travail d'Étienne et de Marc, c'est que ça met aussi en contexte le reste du Canada. Puis, on fait partie d'un grand réseau pan-canadien. On est à même de se comparer avec nos collègues d'ailleurs au Canada, mais par contre, on évite de le faire. Et la raison est très simple, c'est que quand on est dans un contexte pan-canadien, quand on se parle, les 267 organisations via les têtes de réseau, c'est qu'on n'essaie pas de se comparer. Au contraire, on essaie de se serrer les coudes. On essaie d'aller convaincre le gouvernement fédéral de continuer de nous financer parce qu'on considère qu'on est complémentaire aux différents ministères, entre autres au Québec, à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Il y a des bureaux régionaux qui interviennent auprès des entrepreneurs. Les SADC, CAE vont venir complémenter le travail des bureaux régionaux, vont venir intervenir auprès de plus petites entreprises avec des chiffres d'affaires plus petits, mais qui ont une portée quand même très, très, très importante. Fait la notion territoriale, pour nous, de par le bien fondé de notre existence, ben, on se compare très peu au milieu urbain parce que ce n'est pas nécessaire pour nous de le faire. Exactement, exactement. Je vous laisse rebondir là-dessus, Monsieur Duhamel. Oui. Moi, je suis seul Montréalais dans la gang, là, et j'ai pas de données récentes spécifiques à Montréal. Mais je vais faire quand même un certain nombre de liens. Le premier, c'est la question de l'immigration. Dans d'autres études, on a montré que la population immigrante est un grand vecteur de développement entrepreneurial. Évidemment, le territoire de la ville de Montréal, mais aussi de ses banlieues immédiates, était particulièrement touché là-dedans.
Et le resserrement et la diminution, parce qu'il y a des gens qui quitteront le Québec ou vont quitter le Québec, aura sans doute un impact là-dessus. Et c'est dommage à bien des égards. Surtout chez des gens qui étaient bien intégrés. Puis, donc, le premier élément. L'autre élément, c'est une question de démographie. On parle des opportunités perçues. Si vous êtes en Montérégie, dans les Basses-Laurentides, l'ouest de la Naudière, Laval, certains quartiers à Montréal, vous êtes en boom démographique. Il y a, il y a plus d'opportunités. Il y a plus de développement potentiel à l'entrepreneuriat que si vous êtes dans une région à décroissance démographique. Euh, Parce qu'il y a comment je peux dire, il y a l'opportunité, mais il y a la rentabilité de l'opportunité aussi, éventuellement. Alors, je pense que le marché, la démographie va être un bon indicateur aussi des régions qui vont se développer. Capitale nationale, en tout cas les projections de l'Institut de la statistique du Québec montrent un grand potentiel de croissance économique dans les prochaines années. Ben, ces gens-là vont devoir se nourrir, se loger, s'habiller, vont dépenser de l'argent. Ils vont s'installer dans de nouveaux quartiers, dans des municipalités euh, euh, tout près. Et il y a du potentiel là, évidemment. C'est clair. Merci beaucoup. Avant la période de questions, je vous pose une dernière question aux panélistes. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible sans vouloir vous mettre de la pression. On semble présentement au Québec avoir une relève en quantité, mais selon vous, est-ce qu'on a une relève qui a une certaine qualité? Et puis, ben, aussi, l'autre question qui est un pendant à ça, c'est que doit-on faire pour assurer une certaine qualité dans cette relève? Madame Théberge. Ben moi, j'ai confiance en la relève, j'ai confiance qu'elle a de l'élan, de l'audace. Je pense que chaque époque, chaque génération a ses propres contextes, ses propres limites, forces, éléments de composantes à faire avec. Il y a des gens comme Monsieur le maire à l'époque, là, lui, là, il ramassait des vidanges avant que ce soit du recyclage partout. Il était un précurseur. Qui aurait cru? Qui aurait misé là-dessus? Alors, moi, je suis plutôt de l'école de pensée qu'il faut faire de l'espace, avoir confiance, laisser de l'audace. La peur est présente et dans notre téléphone à temps plein, on l'a dans notre poche, la peur. Donc, il faut laisser ça, mais il faut aussi offrir un cadre d'accompagnement qui permet qu'avec tout ce qu'on sait, parce qu'on a appris beaucoup sur l'entrepreneuriat ces dernières décennies, qu'on puisse faire de la transmission pour permettre d'accompagner, mais non pas contrôler, limiter ou évaluer négativement par temps. Je dirais que l'accompagnement peut permettre de faire des belles choses. On avait différentes mesures qui sont un peu disparues dans la foulée des coupures, là. Soutien aux travailleurs autonomes, c'est plus là. Le cours lancement d'entreprise, les petits montants d'argent dans les classes pour faire des projets. Il y a plein de trucs qui ont disparu là, dans les derniers mois, qui étaient pourtant des leviers peu dispendieux qui permettent cet accompagnement-là. Alors, on voit des tendances quand même. Une fois qu'ils rentrent dans l'écosystème, c'est par exemple ceux qui passent par le défi aux entreprendre puis qui deviennent lauréats régionaux. Eux autres ont un taux de survie de 83 au lieu de la moyenne autour de 50, 60, selon quel stat on sort. C'est pour dire, puis ça, c'est parce qu'ils rentrent dans un écosystème d'accompagnement qu'on peut se dire qu'il y avait un bon potentiel, mais qu'il y a aussi eu des occasions où ils peuvent être en lien, en réseau, aller chercher ce qu'ils ont besoin. C'est une posture équilibrée qu'il faut trouver, mais laisser aussi cet espace à allons-y, essayons. Parce que ça fait partie de ça, entreprendre. On ne sait pas toutes les réponses d'avance. Puis si on se pose tellement de questions qu'il faut tout savoir, ben on ne se lancera pas non plus. Fait que une Exact. posture du risque qui vient avec le fait de se lancer. Je pense qu'il Entièrement d'accord avec vous. Merci encore. Monsieur Hervé. Ben, rapidement, moi aussi, comme Manon, j'ai confiance en la relève entrepreneuriale, là. On a quand même des belles images là, et des belles histoires à raconter en lien avec ça. Par contre, les entrepreneurs émergents ou les entrepreneurs potentiels arrivent déjà avec une certaine pression
en termes de littératie financière, en termes de critères ESG, en termes de virage numérique. On leur donne déjà cette pression-là avant même que leur entreprise soit démarrée. Puis le rôle des SADC, CAE, comme le rôle de l'ensemble de l'écosystème d'accompagnement, c'est justement de baisser cette pression-là et d'accompagner les entrepreneurs à performer. Puis, tu sais, je prends un exemple dans le domaine de la construction. Je vais prendre l'exemple de la filière batterie à Bécancour, dans le parc industriel. Les entreprises de la Mauricie, centre du Québec, qui voulaient appliquer sur des projets se faisaient dire par les grands donneurs d'ordre, ben, tu sais, c'est quoi ta relation avec les critères ESG? Ben, un entrepreneur en construction, les critères ESG, ce n'est pas naturel dans son discours. Donc, ces entreprises-là, pour la plupart, sont allées voir la SADC Nicolet Bécancour et leur ont dit, pouvez-vous nous éduquer sur les critères ESG pour qu'on puisse décrocher des contrats? Fait qu'on en est là. Beaucoup de pression, beaucoup de critères à assimiler, puis ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui. Il était peut-être plus facile de se partir en affaires il y a 20 ans. C'est peut-être plus difficile par les temps qui courent, mais n'empêche que l'écosystème, même s'il est amoindri, ben, il est toujours présent, puis c'est le rôle qu'on a à jouer là, pour assurer une pérennité pour du moins les entreprises qui existent déjà. Merci. Très pertinent, merci. Monsieur Duhamel? Oui, ce qui est, en tout cas, moi, ce qui m'apparaît assez clair, c'est que entreprendre en 2026, c'était pas la même chose qu'entreprendre en 1976 ou en 1986. Et une des grandes différences en tout cas, que moi j'ai observé au fil des ans, c'est le niveau de scolarisation des nouveaux entrepreneurs, qui est beaucoup plus élevé parce que le métier d'entrepreneur est plus exigeant. Puis c'est vrai que on ne sait pas tout, puis on a toujours tous à apprendre, mais souvent l'entrepreneur, en tout cas l'entrepreneur technologique pour un, tu sais, il, il a fait des études. Forcément, il a fait des études. Si tu veux entreprendre en intelligence artificielle, puis tu n'as pas au moins une maîtrise, tu vas l'arracher. Euh, il y a quelqu'un qui me disait, un ancien président de Ange Québec, de Capital d'investissement, que dans ses membres, il y avait plus de PhD que des gens qui n'avaient pas de bac. Évidemment, c'est complètement atypique parce que c'est du capital d'investissement, donc quelque chose d'un peu plus risqué. Mais cette tendance-là, en tout cas, moi, ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé que si tu veux t'inscrire dans l'époque, euh, tu dois, tu dois être un petit peu plus scolarisé et ne pas avoir peur et de consulter beaucoup des organismes comme les SADC ou les CAE pour à- aller chercher le surplus de compétences que ça exige être en affaires en 2026. Pour ajouter un peu sur vos propos, je vous dirais que si on parle de PhD, c'est qu'on est souvent des liens de plus en plus avec l'entrepreneuriat scientifique, où est-ce qu'on tente de donner une plus grosse place à ce type d'entrepreneuriat-là qui a des super de beaux enjeux présentement. Merci. On irait avec la période de questions, s'il vous plaît. Alors, Auréa, je ne sais pas comment tu voulais procéder. Est-ce que c'est toi qui vas donner la parole aux gens? S'il y a des personnes qui veulent intervenir de vive voix, ils ont juste à lever la main et on activera le micro, la caméra. On a aussi quelques questions dans le Q&R qui ont été mentionnées là, fait qu'on peut fouiller puis en piger quelques-unes là aussi. Ça peut être une option. Je vais commencer par je vais commencer par le bon. Ouais. Quoi attribuer l'augmentation de la perception de compétences entrepreneuriales? Quelles mesures y sont contribuées? Est-ce que quelqu'un veut te lancer là-dessus? Autant panéliste que Étienne et Marc. Excuse-moi, Maxime, j'ai manqué la question. Je suis en train d'essayer de gérer la prise de parole de Blanchard Job. J'ai Donc, je me identifié. répète, quoi attribuer l'augmentation de la perception des compétences entrepreneuriales? Quelles mesures y sont contribuées?
Ben, je dirais que c'est assez difficile. Les panélistes veulent tenter des explications. Je dirais que c'est assez difficile de faire le lien avec une seule mesure pour l'augmentation des compétences. Il y a vraiment multifacteurs. Tu sais, le défi aux entreprendre, par exemple, une initiative qui permet de s'acculturer à l'entrepreneuriat, de tenter de développer un projet, puis de tenter de valoriser les efforts que les gens font à cet égard toutes les activités dans les carrefours d'entrepreneuriat, dans les universités, comme tu fais, Maxime, c'est aussi des moments où les gens peuvent développer leurs compétences ou en tout cas du moins avancer dans un projet puis se sentir un peu plus compétent. Il y a plein de cours à l'entrepreneuriat dans différentes universités qui sont offerts aussi. Fait qu'il y a vraiment, c'est vraiment différents niveaux. Puis, plus les gens estiment que l'entrepreneuriat, c'est relativement facile à démarrer, ben, plus aussi ils peuvent se sentir compétents pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on présente aussi l'indicateur sur la facilité à démarrer des entreprises au Québec. Euh, Puis les gens, tu sais, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, les gens fonctionnent avec les perceptions qu'ils ont, puis avec les impressions qu'ils ont. Fait que s'ils ont l'impression que c'est pas si difficile de démarrer et qu'ils se sentent compétents, ben souvent c'est ce qui leur permet de se mettre en action, autrement dit, là. Fait que mais c'est difficile de mettre, comment dire, de mettre en lumière une seule mesure ou même quelques mesures. C'est vraiment souvent multifactoriel, là. Excellent. J'aurais la question de M. Benoît Il y avait Valois-Nadeau. Manon, il y avait Oh, Manon qui Manon, il y avait. avait oui, une intervention. J'aurais juste ajouté un petit quelque chose. Il y a aussi une évolution dans l'affirmation entrepreneuriale, je dirais. Je connais plusieurs entrepreneurs, là, je n'ai pas une statistique, mais ce serait intéressant à évaluer, où ce ne disaient pas entrepreneur, mais ils disaient agriculteurs, ils vont se dire restaurateurs, ils vont se dire scientifiques, mais ils ne diront pas entrepreneurs. Puis là, il y a une migration où on reconnaît ces qualités-là comme étant les siennes, puis on s'affirme entrepreneur. Puis ça, je pense que ça vient jouer dans la notion de compétence, c'est-à-dire de savoir c'est quoi ça être entrepreneur, puis c'est de pouvoir se l'associer à soi-même. Fait que il y a certainement quelque chose qui migre de ce côté-là aussi. Oui, c'est une bonne remarque. Souvent, l'un va avec l'autre aussi. C'est ça. Ah, oui. Je pense qu'on parle beaucoup Il y plus avait, d'entrepreneuriat, ne serait-ce que par différentes émissions ou concours, peu importe, là. C'est comme beaucoup plus mis de l'avant là, que même il y a une dizaine d'années, là. Fait que déjà là, c'est une grosse amélioration là-dessus. on avait une main levée, Maxime, si tu veux qu'on la prenne. Oui, allons-y. Je vais permettre à Blanchard Dans le Jeune temps, de pouvoir intervenir. Donc, Blanchard, juste à ouvrir ton micro puis à poser ta question. Oui, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, félicitations à vous, Étienne et Marc Duhamel, pour les plaisirs que nous avons chaque année de pouvoir consommer les gemmes. Ça nous permet, nous, étudiants, de comprendre où va l'activité entrepreneuriale au monde, quelles sont les tendances et tout. Ma petite question, c'est, je voudrais savoir, entre les entrepreneurs naissants, et le repreneur qui semble avoir plus peur de l'activité entrepreneuriale. Parce que pour les gens qui veulent commencer une activité, mettons quelqu'un qui termine son bac et qui sait que avec le futur preneur, il peut obtenir 20 000 $ pour pouvoir créer une entreprise, et une autre personne qui sait que l'activité que je vais reprendre euh, pourrait peut-être ne pas marcher parce que celui qui cède n'a peut-être pas réussi, peut-être l'emplacement ici n'est pas assez favorable à l'activité ou quoi. Mais je ne sais pas, selon le GEM ou selon vos recherches, est-ce que on pourrait savoir qui de ces types d'entrepreneurs ont le plus peur de l'activité entrepreneuriale? Et les entrepreneurs naissants et les repreneurs? Voilà ma petite question. Merci. qui veut Je sais pas débuter? si. Ouais. Est-ce qu'il veulent réagir à ça? Moi, je peux peut-être essayer. Premièrement, je trouve que c'est une excellente question. Puis, si je ne me trompe pas, là, Étienne pourrait confirmer, là, mais je pense qu'on est capable de répondre à cette question-là de manière analytique, donc de manière empirique. Ça serait vraiment important. Je dirais que globalement, ce qu'on sait, puis vous l'avez dit, hein, le problème, c'est ça, c'est que partir un projet entrepreneurial, c'est beaucoup plus risqué, en fait, même si la mise de fonds est peut-être pas aussi importante, alors que quand on va dans le reprenariat,
Ça demeure un projet risqué. OK? On voit là, le taux de survie des entreprises qui ont été reprises, en fait, est inférieur à celui d'une entreprise, par exemple, qui existe, mais qui n'a pas changé de propriétaire. Donc, il y a des risques associés à ces deux-là. Je dirais qu'une grande, grande, grande différence, en fait, et ça revient au point qui a été soulevé avant sur l'âge, en fait. Le segment d'âge qui connaît la plus forte croissance au niveau des repreneurs, qui est les 55 ans et plus. Euh, Ça suggère en fait que les contraintes financières sont plus importantes en fait pour le repreneuriat que pour l'entrepreneuriat. Et là, le choix, c'est un choix de société hein, qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'étant donné les ressources limitées, du soutien à la relève entrepreneuriale, puis on sait, comme vous l'avez dit, on peut voir la relève autant au niveau d'un démarrage d'une nouvelle entreprise que du transfert d'une entreprise. La question, c'est au niveau de l'État, c'est quel est le mix, hein, comment je dois évaluer le soutien à chacune des deux formes, tout en considérant que, bon, je peux aider avec le même montant d'argent, je peux aider beaucoup plus d'entrepreneurs naissants, mais si j'aide des repreneurs, des nouveaux, des jeunes repreneurs à reprendre une entreprise, ben, le montant est plus grand. Et là, il n'y a pas des ressources illimitées. On entend ça beaucoup maintenant Oui. dans le plan PME. Et ça soulève ces enjeux-là, mais c'est une excellente question. Je pense que c'est quelque chose que vous venez de, de mettre une semence, en fait, que peut-être que c'est quelque chose que moi et Étienne, on devrait approfondir dans les prochains mois. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Même j'en profiterai peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc, effectivement, puis de faire le lien avec d'autres questions qui ont été posées dans les questions et réponses. En fait, c'est que les données du GEM nous permettraient de sortir beaucoup d'autres angles. L'année passée, par exemple, on a fait l'évolution des taux d'entrepreneurs hommes versus femmes sur les différents indicateurs, les perceptions. Tantôt, il était question des jeunes. Manon soulignait les jeunes en particulier qui pourraient être une clientèle intéressante à mettre en lumière. On devrait, dans l'année qui vient, sortir un rapport sur les jeunes avec la chaire de recherche en réseau sur la jeunesse au Québec avec Eugénia Longo, que tu connais, Manon aussi. Donc, on devrait sortir un rapport sur la jeunesse au Québec au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a des questions aussi de l'entrepreneuriat immigrant. On a les données dans le GEM également pour pouvoir sortir des informations à cet égard. Un des enjeux qu'on a, c'est le fait que le Québec est une partie du Canada, donc on devrait augmenter l'échantillon pour avoir des meilleurs indicateurs en termes de fiabilité. Et d'autre part, c'est le temps requis pour pouvoir faire toutes ces analyses-là puis les mettre de l'avant. D'ailleurs, s'il y a des organismes qui s'intéressent à ce qu'on mette de l'avant les portraits sur les femmes, les jeunes et ainsi de suite. Puis les données GEM sont excessivement riches et nous permettraient de faire différents rapports spécialisés sur des thèmes. Donc, c'est une invitation lancée à tous les organismes de développement économique au Québec et au gouvernement qui devrait, souhaitons-le, renouveler le financement du GEM dans les prochaines années. Parce que, effectivement, c'est pas, il y a eu beaucoup de coupures dans l'écosystème, mais c'est pas toujours évident non plus de réussir à faire financer des données de qualité puis des rapports de qualité. Fait qu'on a les données, des fois, on n'a juste pas complètement toutes les ressources pour faire les rapports qu'on aimerait bien faire. Oui, Je puis pense que juste pour monsieur, terminer, je veux juste, excuse-moi Pascal, je vais juste rebondir sur ce que Étienne vient de dire. Il y a énormément de questions également là, qui touchent sur est-ce qu'on a de l'information sur les secteurs, est-ce qu'on a, il y a l'enquête du GEM, elle est très très riche et ceux qui sont habitués de citer à notre rapport ou sont habitués à consulter le rapport, on réalisait à un moment donné que le rapport, on ajoutait constamment des nouvelles dimensions, des nouvelles analyses. Le rapport, à un moment donné, je crois qu'il faisait 85, 88 pages. Et là, vous avez remarqué, ça fait longtemps que moi et Étienne, on échange sur, ben, il faudrait peut-être réduire ça au maximum parce que c'est un peu long à lire. Et le rapport cette année est grâce à en fait, on a décidé de faire une cure minceur
Malheureusement, ça ne répond pas à toutes les questions, en fait. Donc, cette année, je crois, le rapport fait uniquement 50 pages. Mais c'est ce qui ressort on a vraiment fait ressortir ce qui était différent, en fait, qu'est-ce qui était à retenir de 2024 par rapport aux autres. L'autre aspect que je tiens à souligner, c'est qu'il y a énormément de questions dans le chat que je vois sur qu'est-ce qui s'est passé en 2025 avec Trump, qu'est-ce qui s'en vient en 2026. Ben, la meilleure réponse à ça, c'est malheureusement le rapport aujourd'hui, les données qu'on a touchent 2024. On a les données jusqu'en 2013. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, c'est clair qu'on va poser ces questions-là et que pour 2026, l'année qui s'en vient, il y a le consortium se réunit une fois par année et on échange, en fait, toutes les équipes internationales échangent sur s'il y avait un sujet supplémentaire qu'on devrait regarder, c'est lequel. Et je suis convaincu que, les exportations, les bouleversements géopolitiques sont importants. Ça va être discuté. Mais je suis convaincu également que l'immigration va revenir, en fait, sur une des priorités, en fait, qui va être discutée au consortium. Donc, restez à l'affût. On n'a peut-être pas toutes les réponses à vos questions pour 2024, mais je pense qu'en 2025, 2026, on va avoir plusieurs de vos réponses dans les 2 prochaines années. Il y avait Pascal qui avait levé la main, puis on a quelqu'un aussi dans les spectateurs, peut-être par là. Ah, puis Manon également. Ben, rapidement, juste en complément avec ce qui vient d'être dit par rapport à la question, par expérience, ce qu'on voit actuellement, c'est que oui, il y a des risques de déraillage, là, de déraillement autant sur les entrepreneurs naissants qui vont démarrer une entreprise que sur les entrepreneurs qui vont acquérir une entreprise déjà existante. Par contre, euh, les types de reprenariat, que ce soit la relève familiale, que ce soit le management buyout, ou c'est des dirigeants de l'entreprise qui vont acquérir une partie ou la totalité, c'est des gens qui sont déjà impliqués dans l'entreprise. Donc, il y a moins d'inconnus. Les états financiers sont connus, le marché est connu, les ressources humaines sont connues. Euh, Là où il y a le plus d'inconnus, c'est quelqu'un, une relève externe qui va arriver, qui ne connaît pas, qui va prendre connaissance des livres et ainsi de suite. Donc, oui, il y a des craintes dans les deux cas, mais je pense que les inconnus, on les contrôle plus dans le cadre de transfert d'entreprise ou de reprenariat. Merci. Je Excellent. pense qu'il y avait Mme Théberge. Oui, ben là, il y aurait du pouce à faire sur plein d'affaires. Pas Dans le fond, juste pour faire court, parce que je vois que le temps passe, là, Maxime, je te regarde gérer le temps avec très bon, hein? Oui, t'es très bon, je trouve. Non, non, non. Mais dans le fond, c'est que le rapport ou les données permettent un paquet d'angles. Puis c'est ce que je trouve intéressant parce que les pièges, c'est les oppositions qu'on peut faire sur des choses qui ne méritent pas d'être opposées. Donc, opposer l'entrée puis la sortie m'apparaît comme des erreurs du temps. Parce que dans le temps, on a besoin de l'ensemble. On ne peut pas récolter sans avoir semé et on ne peut pas semer sans. En tout cas, ça va tout ensemble. Donc, cet élément-là, il faut le voir comme des tout. Puis la diversité des données, j'apprécie que ça puisse contribuer à toutes ces perspectives-là. Un peu aussi comme la question de l'entrepreneuriat innovant et universitaire ou de haut niveau, des gens qui ont des études ou qui font des domaines comme des panneaux solaires qui se roulent sur les toits. Tout comme les gens qui ont à peine un secondaire, puis qui ont lancé une entreprise, puis qu'ils font vivre 15 familles sur leur territoire. Tout ça, c'est bon. C'est la place que chacun veut prendre, puis peut contribuer à notre société. Et cet espace-là ne doit pas être mis en opposition, il doit être complété comme un tout pour que notre société soit le reflet, l'entrepreneuriat est le reflet de notre société aussi. Fait que tous ces compartiments-là, ils finissent par être un ensemble où on gagne à mettre en lumière l'ensemble des paramètres pour faire grandir tout ce qui peut grandir au Québec, puis qu'on s'appartienne de plus en plus. Merci. Merci pour les commentaires. Absolument. Mme Cousineau? Oui, bonjour et merci beaucoup pour les contenus de l'étude. Moi, je travaille dans un carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais. On accompagne les accompagnateurs, les entrepreneurs naissants, comme plusieurs autres organisations au Québec. Je trouve ça super intéressant qu'on mette en lumière les coupures qui se sont passées dans la dernière année parce que ça vient vraiment mettre des freins à l'accompagnement que l'on peut offrir de qualité aux entrepreneurs naissants qui deviennent pour plusieurs grands aussi et qui contribuent largement au développement économique du Québec.
Ma question est la suivante. Est-ce que quand vous faites, parce que je trouve ça super intéressant de voir aussi que ça se passe, ça tient compte de données qui sont mondiales, est-ce on est capable de faire une corrélation entre le type d'accompagnement qui est offert ici et ailleurs et comment ça aide à la contribution du développement économique de notre province ou de notre pays? C'est une très bonne question. Marc, tu pourras compléter au besoin ou n'importe qui d'autre. C'est pas si évident de faire des liens entre l'accompagnement qui est offert et certains indicateurs parce que les gens sont vraiment à différents niveaux. Tu sais, on a beaucoup d'indicateurs sur la population en général. Ces gens-là sont plus ou moins accompagnés, plus ou moins dans des structures qui pourraient les amener à se mettre en action. Même les entrepreneurs, quand ils démarrent, ils vont pas nécessairement dans toutes les mêmes structures. Ils n'ont pas les mêmes parcours. C'est très difficile. Puis les parcours, non seulement ne sont pas linéaires, mais sont évolutifs. Donc, ils peuvent ne pas rencontrer un organisme à un certain moment, mais le rencontrer plus tard, peut-être trop tard. Parfois, il n'est pas disponible en région ou moins disponible en région, puis ainsi de suite. Fait que c'est excessivement difficile de faire ce lien-là. Mais on peut présumer pour ceux qui étudient les phénomènes un peu plus micro, c'est-à-dire qui s'intéressent aux gens qui sont accompagnés, aux gens qui passent au travers des organismes. Là, quand on regarde dans d'autres études, autrement dit, là, on voit très bien l'effet de l'accompagnement. J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec le réseau Mentorat, là, dont Pierre était directeur général à l'époque. Les données fois après fois montraient là, que quand on accompagnait des entrepreneurs par le mentorat, ça faisait toute une différence dans la réussite de leur projet entrepreneurial, dans leur niveau de confiance qu'ils avaient, dans l'ambition qu'ils développaient vis-à-vis de leur projet, dans la pérennité, puis ainsi de suite. Fait que dans le rapport GEM, on ne le voit pas. Dans plein d'autres études périphériques qu'on mène, on est capable de le montrer très, très clairement. On a plusieurs projets d'ailleurs avec le défi aux entreprendre et quelques collègues de l'UQTR et d'ailleurs aussi qu'on veut mettre de l'avant. Puis avec la SADC, tantôt il était question de flexipreneurs. On fait justement une étude avec les flexipreneurs chez vous. Puis on a une recherche là, qui démarre sur le reprenariat dans le commerce de proximité avec SADC de région de Mégantic aussi. Fait que on est assez actif vraiment pour se voir plus précisément l'effet dans différentes études, là. Fait que, mais le GEM, malheureusement, c'est un prétexte pour discuter puis se dire qu'est-ce qu'on devrait approfondir dans d'autres études dans bien des cas. Pierre, tu avais la main levée. Oui, c'était pas nécessairement sur le point de Mme Cousineau, mais l'ayant écouté, puis toi aussi, Étienne, par la suite, je dirais que pour moi, il y a une règle. L'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. On n'entreprend pas en solo, en, en n'étant jamais conseillé par personne, en n'écoutant jamais personne, en, en ne parlant pas à d'autres entrepreneurs de votre collectivité ou de votre secteur. Euh, un entrepreneur doit avoir les oreilles grandes et ouvertes. Et c'est ça qui va lui permettre de passer au travers et de réussir. Et ça, c'est pour moi, c'est super important. Et puis, je le vois, il y a des gens qui ont la chance d'être en incubateur puis en accélérateur et pourraient pas s'en priver. Il y a des gens qui ont pris du mentorat. Je suis épouvantablement biaisé sur le sujet, mais ça leur a très bien réussi. Il y a des gens qui sont dans leur chambre de commerce ou qui consultent les organismes de développement économique au niveau de leur région ou de leur secteur. Et tout ça, c'est bon. Il faut euh, le métier d'entrepreneur, euh, l'entrepreneur, il devient bon avec ses compétences, mais aussi avec son expérience, puis avec son réseau. Alors, bâtissez votre réseau, bâtissons nos réseaux, parce que c'est ça qui va être super bon. Non, le lien que je voulais faire, et c'est pourquoi, par contre, je voulais lever la main, c'était juste un lien qu'on avait établi, nous, un petit peu, mais de façon très informelle, parce qu'on ne l'a jamais testé. Mais quand la tendance des taux d'intérêt est à la baisse, il y a un sursaut entrepreneurial. Ne serait-ce que parce que le coût, si un entrepreneur a besoin de quelque chose, là, à part des autres,
c'est de l'argent. Et quand le loyer de l'argent est moins cher, ben, c'est une bonne chose. Quand l'argent coûte cher, ben, ça refroidit les élans. Voilà. Juste Absolument. pour rebondir sur la question de Mme Cousineau, là, juste ajouter mon petit grain de sel là, d'économiste. Là. Euh, Corrélation, vous avez totalement raison. Le constat, il est là, il a été démontré. Là, il y a énormément d'études qui montrent cette corrélation-là. L'enjeu, en fait, par contre, c'est au niveau de la causalité. En fait, qu'est-ce qui cause, c'est quoi le lien causal entre l'accompagnement, le coaching et tout ça, et le résultat sur l'entrepreneuriat? Ça, la littérature est encore là, en train de débattre sur qu'est-ce qui cause, en fait, qu'est-ce qui causerait, en fait, que l'accompagnement stimule l'entrepreneuriat? Et c'est à ce niveau-là qu'il y a énormément de questions puis de différentes perspectives, parce que c'est sur le comment, en fait. C'est comment on accompagne, c'est quelle partie de l'accompagnement qui est critique. Il n'y en a pas une, hein, il y en a plusieurs quand on regarde l'ensemble des programmes qui ont été développés. Et ça nécessite vraiment des investissements importants, de la collaboration. Je dirais, là, il faut vraiment que, par exemple, les SADC travaillent avec des universitaires, travaillent avec des gens sur le terrain, avec des coachs et ainsi de suite, pour vraiment clarifier, en fait, c'est quels éléments de l'accompagnement, de la formation, des suivis. Pierre mentionnait également l'importance du financement du capital. Hein. Souvent, on dit que ce n'est pas l'argent qui est important, c'est le smart money, en fait, qui vient avec. C'est les conseils de financement qui viennent. Comment structurer financièrement ton entreprise aurait un impact important pour non seulement la création, mais pour la survie et la croissance des ventes de cette entreprise-là. Donc, répondre facilement, c'est oui, il y en a une corrélation. Là, la question, c'est que le débat, puis c'est pour ça qu'on est ici, pour ça qu'il y a énormément de questionnements, c'est qu'on essaie de trouver, oui, mais pourquoi cette corrélation-là, elle est positive? Je pense que Manon, vous vouliez réagir? En fait, vous allez avoir d'ouvrages longtemps, longtemps, les chercheurs. C'est la même question qui se pose au niveau de l'école. C'est quoi l'affaire qui fait que le jeune réussit? C'est quoi l'affaire qui fait qu'il est motivé? Alors, c'est multifactoriel. Il y a la personnalité, son milieu, les actions qui sont posées dans le milieu scolaire eux-mêmes, sur lesquels on a un pouvoir immédiat. Je dirais que les tendances lourdes sont autour du lien, sont autour de l'appartenance. Alors, ces éléments-là sont des facteurs qui, épreuve après épreuve, tiennent le temps. Alors, quand les jeunes sont en projet, puis comme la fille de Maxime fait des porte-savons, généralement, ce que ça provoque dans les lectures que les enseignants nous disent, c'est davantage de motivation, davantage d'engagement, davantage de volonté d'apprendre la matière parce que là, on sait à quoi sert nos mathématiques, parler en français et tout. Fait que c'est un déclencheur, mais ça ne peut à lui seul changer le taux de diplomation, par exemple. Ça serait comme une invention de l'esprit. Fait que c'est des multifactoriels, bien que ces éléments-là sont démontrés comme étant des facteurs qui accélèrent, soutiennent. Donc, c'est un peu la même chose dans l'accompagnement. On est dans les éléments plutôt humains. Donc, les chercheurs, lâchez pas pour démontrer ces choses-là, mais ça va rester des sciences humaines. Donc, avec une marge d'interprétation humaine qui vont avec. Merci. À partir de 13h30, je perds tous mes pouvoirs que j'ai acquis à partir de midi. Donc, je vais devoir mettre fin à la rencontre. Je vous remercie énormément tous, autant les panélistes, autant Marc et Étienne d'aller travailler là-dessus, mais aussi à vous, les gens là, qui viennent nous poser des questions à la fin, puis assister justement, puis être intéressés à tout ça. Donc, merci énormément. Je ne sais pas si Étienne et Marc, vous vouliez faire un petit mot de clôture. Ben, écoute, un merci à tous les panélistes et effectivement, merci à tout le monde aussi de s'être connecté, les questions qui ont été posées dans le chat également. Donc, c'est toujours une occasion très, très agréable pour Marc et moi là, de vous présenter les résultats du JET. Donc, merci beaucoup pour votre présence et votre participation, les panélistes. Puis, merci à Maxime aussi pour l'animation qui fait, comme à chaque année, un travail exceptionnel. Toujours agréable, toujours agréable. Mais merci beaucoup encore. Merci. Merci. Merci tout Bon le monde. après-midi. Merci. Merci. Joyeuses fêtes. Bye bye.